Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour la 3e édition des Lundis Corto, dans le cadre de la programmation associée de l'exposition Corto Maltese, une vie romanesque, qui vient d'ouvrir à la BPI. Cette exposition fait partie de l'événement BD à tous les étages, célébration exceptionnelle de la bande dessinée dans tout le Centre Pompidou. Ce soir, il s'agira de parler de l'importance de Corto Maltese dans le 9e art, mais également de la figure de Hugo Pratt. Pour évoquer les aventures du trait du père de Corto Maltese, nous sommes ravis d'accueillir Thierry Thomas, documentariste et prix Goncourt de la biographie, pour son ouvrage Hugo Pratt, trait pour trait, paru en 2020. Il sera en discussion avec Olivia Gesbert, rédactrice en chef de la Nouvelle Revue Française, que nous remercions pour sa présence. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle les prochains rendez-vous autour de Corto Maltese. Ce jeudi 20 juin, un jeudi de la BD avec Rosalie Strasser, autrice de Shiki, 4 saisons au Japon. Et ensuite, après l'été, le 14 octobre, une soirée autour de Corto Maltese, figure iconique de la mode. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est vrai qu'il est bien habillé, Corto Maltese. Hein, il a un bon look de dandy. Ouais. Et vous, comment vous allez? Il est un génie de la silhouette. Un génie de la silhouette, oui, bien pensé par son père, Hugo Pratt. Bonjour à vous, Thierry Thomas. Bonjour, Olivier. Alors, il y a un livre, effectivement. Pour ce livre, vous avez eu le prix Goncourt de la biographie. C'était ce livre apparu en 2020 chez Grasset. Et un documentaire presque éponyme, on pourrait dire, qui porte le même nom et qui a été diffusé sur Arte, Hugo Pratt, trait pour trait. On est là dans le cadre de cette grande exposition, la BD à tous les étages, et plus particulièrement celle de la BPI, comme vous le rappeliez, Zélie, à l'instant, qui présente des planches originales d'Hugo Pratt, des aquarelles, des témoignages aussi d'écrivains sur la vie particulièrement romanesque de ce dessinateur, Hugo Pratt, et de son héros, Corto Maltese. Alors, héros, anti-héros, on va en discuter ensemble, mais il faut quand même redire que ce marin a traversé tous les océans, que c'est un homme épris de liberté, une sorte d'Ulysse moderne qui est né de l'imagination de son géniteur, du dessinateur vénitien en 1967 et qui nous accompagne encore aujourd'hui, qui a été revisité aussi par d'autres après la mort de son père et notamment par le BDiste Bastien Vives. Hugo Pratt, vous avez donc un jour décidé que vous écririez sa vie, une biographie, mais comment on écrit la vie de quelqu'un qui n'a cessé d'imaginer la sienne? D'abord, à vrai dire, j'ai eu le prix Goncourt de la biographie et j'en étais évidemment ravi, mais dans mon esprit, c'était pas une biographie, c'était un portrait. D'abord parce que j'étais très marqué par cette phrase, une phrase de Marshall Schwab qui dit « J'aimerais être le biographe d'un homme illustre sans en être l'historien ». Et ça m'a toujours ravi cette idée parce que une chose qui m'accable très souvent en lisant les biographies, c'est qu'il y a tous les renseignements possibles. J'ai lu par exemple une biographie de John Ford, il manque rien. Enfin, je veux dire, on a presque le nombre de métrages de mètres de pellicule que ces films représentent, mais lui, il est absent du début à la fin. Et donc, je me suis dit, il ne faut vraiment pas que je tombe dans ce travers-là. C'est-à-dire, parce que j'ai quand même... je ne suis pas un spécialiste de la bande dessinée dans le sens où je fais autre chose. Et je n'ai jamais voulu être un spécialiste de quoi que ce soit. Mais je connais vraiment très très bien. Mais je ne voulais pas que ce soit ça mon projet. Je voulais d'une part que la liberté extraordinaire que nous communiquent les œuvres d'Hugo, j'essaie de la vivre. Enfin, j'en vous avez accepté votre jeu, votre subjectivité. Oui. Ouais. Ça, en vérité... Non. pour dire tout à fait les choses comme elles sont, c'est parce que mon éditrice, Martine Saada, qui me connaît bien, m'avait demandé ce livre parce qu'elle était passée dans la salle de montage où je terminais le film et elle avait vu un nombre de carnets Rhodia comme celui-ci, mais un nombre vraiment un peu pathologique. Et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, c'est des notes pour le film. Elle m'a dit, mais c'est invraisemblable qu'il y en ait autant, il ne faut pas les perdre. Et donc après, elle m'a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas, elle avait dans l'idée que je devais écrire, que tu n'écrirais pas un livre sur Hugo. Et elle a ajouté cette condition étrange qui m'a absolument figé dans la colonne vertébrale. Elle m'a dit, mais je veux qu'il y ait des parties à la première personne. Ce qui était assez bien deviné, parce qu'à partir du moment où on dit « je »,
et bien en fait la liberté se déclenche, même si c'est très compliqué, etc. Moi, ça a été très très compliqué pour moi d'y arriver, à cracher ce jeu. Mais voilà. Et l'autre chose par rapport au portrait, c'est qu'en fait, mais ça c'est, en fait j'étais obsédé par le désir de le retrouver, de retrouver Hugo, et de le retrouver d'une part à travers son trait, parce que à chaque fois que je regardais son trait, en fait ma passion pour Hugo, pour son œuvre, ça s'est déclenché parce que je suis tombé littéralement amoureux de son trait. Mais vous savez, comme par exemple un mélomane peut tomber amoureux d'une voix, c'est exactement comme ça. Et j'ai fait, par exemple, j'ai fait vraiment un rêve d'une clarté aveuglante avant de commencer le film. J'ai rêvé que son trait devenait comme une espèce de fleuve. Il continuait à être noir, mais comme une espèce de fleuve de sang. Vous voyez, et que je plongeais là-dedans, mais avec bonheur. C'était pas du tout angoissant. Et je me suis dit, ce genre de rêve, il faut écouter ce que ça veut dire. Et donc, je voulais vraiment le retrouver et ne pouvoir écrire qu'à partir du moment où je sentais qu'il était là, où il pointait le bout de son nez. Et c'est arrivé à un moment donné où je le décris, se battant avec la porte du compartiment d'un train pour rentrer dans le compartiment. J'étais sûr, je le sentais là, il était là. Et à partir de là, ça a été plus simple. Hugo Pratt, vous l'avez rencontré ? Oui, je l'ai rencontré quand je... Oui. Et il était, on le voit déjà entre vos lignes dans la biographie, comme on le voit dans le film, un homme extrêmement séduisant, débordant de vie, qui aimait boire, qui aimait danser, qui aimait rire, qui aimait peut-être courir, qui aimait les femmes, qui aimait la compagnie des hommes. C'était réellement une force de la nature. Hein. Ah oui. C'était une force un peu effrayante même. Je dirais, il le faisait. On se sentait vraiment, même moi j'étais beaucoup plus jeune, mais on se sentait vraiment une nature fragile en face de lui. Il avait une force écrasante. Il épuisait les autres vraiment. C'était un des prodiges. C'était un prodige de ce point de vue-là. Est-ce qu'on peut dire que pour ne pas s'épuiser lui-même, il dessinait ? Est-ce que cette activité, le dessin, est-ce que ça canalisait cette énergie, son énergie ? Très probablement, oui. En partie, oui, je pense. Mais je pense que c'est plus antérieur encore à cette énergie d'homme adulte, enfin, ou d'adolescent qui devait déjà être assez phénoménal. Mais je pense qu'il y a quelque chose de son être qui a... Je pense que c'était... on voit ça très bien dans un livre l'un des premiers livres qui a été écrit sur lui, qui s'appelait Une vie d'aventure, qui est paru en 70, si je me souviens bien. C'est le Hugo d'avant Cortot qui est décrit par un écrivain italien vénitien qui s'appelait Alberto Ongaro. Et le Hugo qu'on voit dans ce livre-là, c'est quelqu'un qui est extrêmement en crise. Pas du tout quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, dont la vie est devenue une espèce d'impasse labyrinthique entre tous ces lieux, toutes ces femmes, toutes ces bandes dessinées qu'il n'écrivait pas mais qui commençaient, parfois qu'il laissait tomber, etc. Et je pense que Cortot l'a sauvé. Mais pour en revenir je pense que le dessin l'a sauvé, c'était son comment dit-on, c'était le roseau qui il ne pouvait pas se casser tant qu'il dessinait. Enfin, c'était le livre est bâti autour de 3 ou 4 journées, et il y en a une notamment qui a été fondatrice dans sa vie, où son père, ils étaient dans le quartier de l'Arsenal à Venise, et il y avait un scaphandrier, c'était dans les années... je suppose vers la fin des années 20 ou début des années 30. Et il a vu sortir cette espèce de masse de l'eau, qui était un cercle, une espèce de bonhomme très schématisé, forcément, comme sont tous les scaphandriers. Et il lui a dit, dessine ce que tu vois. Et c'est son premier dessin. Le premier dessin dont il se souvenait, en tout cas. Et en fait, c'est absolument... fascinant, parce que le début de la dernière aventure de Cortot, Mu, ça commence avec un scaphandrier, Cortot. Et un scaphandrier, c'est vraiment une figure, je veux dire, c'est ça, quoi. C'est comme les dessins préhistoriques figurent un homme. Et cette chose du dessine ce que tu vois, mais ce que tu vois, ça veut dire aussi les rêves, a été absolument fondatrice.
Oui, le fait qu'il termine presque avec ce scaphandrier qui avait, ce scaphandre qui avait commencé ou débuté peut-être cet éveil du regard sous l'invitation de son père. Avec Mu, il refermait ou il rebouclait quelque part cette aventure-là. Et dans l'élément aquatique qui était fondamental pour lui. Vous dites que Hugo Pratt, pour vous, c'est un trait, ou plutôt que c'est son trait. Comment vous le définiriez, ce trait? Qu'est-ce qu'il nous dit de lui? Alors, en fait, j'y pensais cet après-midi parce que je n'avais pas relu Hugo depuis quelque temps et je relisais quelques pages de Fables de Venise. Et en fait, ce trait, ce qu'il y avait une chose très étonnante chez Hugo, c'est qu'il était facilement assez violent, âpre, pas forcément aimable, un peu brutal. Et il avait aussi une douceur quasiment féminine dans la voix. Et il avait une voix absolument, vraiment totalement charmeuse. Et en fait, son trait a cette même capacité de séduction et de douceur et de finesse. Et c'est ce qui, pour moi, définit la beauté de son trait, oui. Qui ne correspond pas, très souvent, qui ne correspond pas à la violence des histoires qu'il raconte, qui, par exemple, dans le milieu des militaires. Non, vous avez cette phrase qui est très belle. Pourquoi, quand je regarde ses traits, j'entends sa voix? Et c'est réellement elle qui s'exprime aussi à travers son dessin. Et je me demandais, en vous écoutant, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec Corto Maltese, ou même peut-être sur la fin de ses aventures, son trait était arrivé complètement à maturité? Est-ce qu'il s'était trouvé? Il a dit un jour: mon style est le fruit d'une vie entière de recherche. J'ai travaillé pendant 50 ans pour arriver à dessiner comme aujourd'hui. Je voudrais réussir un jour à tout raconter avec une simple ligne. Oui, je crois qu'il y est parvenu. D'un point de vue classique du seul émerveillement de la beauté des dessins, je pense qu'il y était parvenu avant la fin de son œuvre. Je pense que le dessin de Sandokan, par exemple, ou de La Balade, ou de Corto en Sibérie, c'est le sommet. Mais par contre, au niveau de la force d'expression et de la profondeur, c'est dans les dernières aventures, par exemple, cette chose où, par exemple, dans les Helvétiques, le dessin du Graal, c'est pas du tout un beau dessin au sens réaliste. C'est pas du tout, il n'aurait pas dessiné cette coupe du Graal comme ça à l'époque de Sandokan, par exemple. Là, c'est comme le signe de la coupe du Graal. Et c'est comme s'il écrire et dessiner, c'est la même chose. Et ça, il l'a atteint vraiment, je pense, oui, à la fin. Oui, ce qu'il disait aussi, hein, dessiner et écrire, c'est le même geste. Exactement. Dessiner et raconter, c'est la même chose. Bien sûr. Parce que c'était un conteur, hein, oui. Avant tout. Oui, et ce qui a été complètement la bascule dans sa vie, dans sa vie d'artiste, c'est le moment où on lui a permis d'écrire ses histoires. Parce qu'à ce moment-là, écrire et dessiner, comme il était le seul responsable de ce mouvement, ça changeait tout. Avant, même si c'était, par exemple, l'adaptation de L'Île au Trésor, c'est un chef-d'œuvre, mais même si c'était quand même des illustrations. À partir du moment où de toute manière, à partir du moment où il concevait les histoires, s'il les avait illustrées ensuite, ses propres histoires, c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de dessinateurs, et parfois très bien, mais c'est comme s'il avait un peu radoté, comme s'il avait dit 2 fois la même chose. Tandis que là, c'est un même mouvement. Et ça, c'est une des choses très rares qu'il a apporté à la bande dessinée. Enfin, c'est assez unique quand même. Combien d'horizons a-t-il dessiné, a-t-il tracé? Combien de lignes d'horizon? Je ne sais pas, il a fait à peu près 15 000 planches à peu près. Enfin, des fois, c'est des demi-planches, des demi-pages. Donc, enfin, je ne sais pas le nombre de lignes. Je ne peux pas vous dire. C'est le genre de conte que... Il y a des maniaques fous qui pourraient le faire. Par exemple, je lisais ces temps-ci des choses qui n'avaient aucun rapport avec Hugo sur le théâtre, et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'était amusé à compter le nombre d'ouvertures et de fermetures
porte dans les pièces de Feydeau. Ouais. Il y a aussi ça, je sais pas. Pour Proust, par exemple, il y a quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie. Il avait inventé un instrument qui permettait de mesurer la longueur des phrases. Une espèce comme de fusil à tirer dans les coins, comme ça, parce que les phrases. Et au bout d'une dizaine d'années de recherche, il est arrivé à la conclusion que, en réalité, la longueur des phrases de Proust est plutôt moyenne. Bon, donc, mais peut-être qu'à la fin de ma vie, je me mettrai à ça, à compter les lignes d'horizon. Les lignes d'horizon chez Pratt. Ouais. Parce que quand on dessine des océans, des mers, on dessine des lignes d'horizon, en tout cas des lignes de fuite. Quand on dessine le désert, on doit aussi le formuler ou le mettre en forme, et ce qu'il a fait à de très nombreuses reprises. Il y avait toujours cette idée de regarder loin, dans son dessin aussi, ce point de fuite. Et on se demande qu'est-ce qu'il cherchait dans le regard. Ah mais ça, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, parce que ça me le rappelle, la manière dont quand il était dans un lieu, moins à la fin en Suisse, mais moi je les connais plus avant, quand il venait à Paris ou en Italie, il fallait toujours qu'il bouge, qu'il parte. Et il avait vraiment ce blanc sous la prunelle des yeux, où on a vraiment l'impression qu'il fallait qu'il aille ailleurs toujours. Et c'était un peu usant d'ailleurs, un peu fatigant, parce que et il y avait vraiment ça. Et ça, c'est effectivement mystérieux. Il y avait une part d'insatisfaction, ça c'est sûr. Mais il est beaucoup parti, par ailleurs. Il a énormément voyagé lui-même. C'est-à-dire que tous ces dessins, tous ces univers qu'il a créés ou recréés pour son personnage et pour les voyages de Corto Maltese, la plupart, il les avait vécus. Et c'est même ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, vous racontez, je crois que c'est dans le film, cette idée que quand il partait en voyage, il faisait jamais de repérage pour ses prochains livres, en fait. Il re-racontait dans ses livres des voyages qu'il avait déjà faits. Il retournait sur des lieux où il avait déjà été, par ailleurs, toujours aussi. Oui, ou bien sur lesquels il avait très longtemps rêvé. Par exemple, la balade, quand il a fait la balade, qui est un chef-d'œuvre, pour ce qui est de l'évocation des îles, de la lumière des îles, etc., il n'y avait pas encore été. C'est fou. C'est fou, hein, absolument. Mais il y est allé après. Il y est allé après, oui. Il y a une phrase de Beckett que je cite dans le livre qui est « On ne voyage pas pour découvrir un lieu, on voyage pour vérifier un rêve ». Et lui, il était bien peu beckettien, comme vous vous en doutez, mais c'était vraiment comme ça qu'il vivait et qu'il créait. Alors, ce Corto Maltese, il apparaît pour la première fois dans La balade de la mer Salée, dans une revue italienne. On le décrit souvent un peu à l'image des idées de son créateur, comme libertaire anarchiste. En tout cas, c'était lui un marin extrêmement ténébreux, souvent silencieux, nonchalant, qui on le disait évidemment, voyage et se confronte en tout cas à l'aventure. Mais quand Pratt invente Corto Maltese, en 67, il a 40 ans, est-ce que vous diriez qu'il se dédouble, qu'il était arrivé à un moment de sa vie où il avait besoin de cet effet miroir, de se retrouver dans un personnage et d'arrêter de rêver de sa vie, de la dessiner réellement? Ah oui, absolument. C'est absolument ça qui s'est passé. Je pense que dans les bandes qui sont avant la balade de la mer Salée, et surtout avant les Corto, où c'est vraiment Corto qui est le personnage principal, c'est-à-dire les récits courts de 20 planches de Pif à partir du début des années 70, avant la balade et avant Corto, il se représentait lui-même très souvent, Hugo. Il y avait plein d'autoportraits de lui dans beaucoup de bandes dessinées. C'était lui dans tel ou tel personnage qu'on reconnaissait avec sa mâchoire carrée, ses yeux, comme ça. Bon. Mais ça, c'était des autoportraits, vraiment. Quand Corto est apparu, c'est vraiment un double idéal de lui-même qui s'est dégagé tout d'un coup. Et d'ailleurs, c'est troublant parce qu'on dit c'est un pirate, etc., un gentilhomme de fortune, etc., mais enfin, il a tout sauf l'allure d'un pirate. C'est une vision totalement fantasmée de lui. Et oui, je pense que c'est ça. C'est absolument ça qui s'est passé, oui. Mais quand je l'ai connu, Corto commençait tout juste à être célèbre, et on commençait déjà vraiment à l'associer à Corto. C'est-à-dire, on lui demande, et ça l'énervait énormément.
Il sentait ce qui était en train de se produire. Et il disait, oui, mais j'ai fait autre chose aussi, tu sais. Mais en même temps, et en fait, je me suis dit, moi, je suis persuadé que et plein de fois, il a voulu arrêter, il a repris, etc. C'est ce qu'on lui demandait. Mais de la même manière, je pense que Conan Doyle, avec Sherlock Holmes, avait la même chose. Il voulait s'en débarrasser, et puis il le reprenait, etc. Et je pense que le dernier Cortot, Mu, qui a été si difficile à aimer quand il est paru, et maintenant, que je trouve magnifique, c'est vraiment l'histoire de consentir à un héros et à un devenir mythologique, mythique en tout cas. Mais ce qui est marrant, c'est que Corto Maltese lui-même ne se définit pas comme un héros. Hein. Je crois que c'est dans Les Éthiopiques où il dit « je ne suis pas un héros ». Oui, voilà, c'est cette image très très célèbre où il dit « je ne suis pas un héros, moi ». Mais ça, c'est toute une histoire très très compliquée. Il résistait au héros et en même temps, il était complètement porté par ça. Il résistait à l'épique et en même temps, il avait envie de glisser des choses intimes aussi. Et les derniers albums sont beaucoup... ponctué par Mu et vraiment tout c'est comment accepter de se survivre à travers une figure mythologique des figures mythologiques qui vous dépassent complètement. Et voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se crée quand même un destin à travers ce personnage, hein, et la postérité lui rendra bien, et on en reparlera, mais c'est vrai qu'on le lit, on l'entend dès le deuxième album, avec sous le signe du Capricorne, cette idée d'une destinée qu'il arrive à constituer avec son personnage en le faisant voyager et aller à la rencontre d'autant d'aventures. Il a quand même lui-même, et on va revenir aussi à cette dette littéraire qui est presque infinie, hein, pour le coup de Hugo Pratt, et à cette bibliothèque qui s'est constituée au fil des années. Mais il a d'abord réellement été ou biberonné au mythe, au grand mythe. Hein. Vous parliez des épopées tout à l'heure, ou les grandes odyssées. Ah oui, Ulysse, c'est fondamental. Il disait que j'ai 3 maîtres, Homère, Stevenson et Milton Caniff. Et les autres, puis beaucoup d'autres, mais de moindre importance. Et c'est évident. Il racontait qu'enfant, le premier livre qu'il ait lu, c'était un livre pour les enfants composé d'extraits de l'Odyssée. Et qu'il avait demandé à sa maîtresse, mais les Vénitiens sont grecs et sont aussi... Et elle avait répondu, tous les Vénitiens descendent des Grecs. Et dans ces bandes, moi j'ai toujours lu ces bandes. Dans l'Odyssée, il y a cette exclamation à un moment donné d'Ulysse qui dit « maudite mère ». Et ça m'a toujours émerveillé. En lisant ces bandes dessinées, quand il y a souvent des phylactères, des bandes, des bulles avec des exclamations qui paraissent un peu naïves, qui paraissaient naïves, où le personnage manque de périr noyé. Mais en fait, c'est vraiment ça qui l'illustre. C'est maudite mère. Les images de naufrage sont très très cruciales dans ces bandes dessinées. On est naufragé, puis on survit. Oui, Ulysse, c'est très très important. Alors Ulysse qu'il a dessiné par ailleurs. Oui. L'île au trésor aussi, oui. Vous nous le rappeliez tout à l'heure. Et puis Calife qu'il a rencontré. Ah oui, sur le tard. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Je pense qu'ils ne se sont pas énormément dit de choses. Mais Caniff a dit une chose très très belle de lui. Il disait à un journaliste, je ne sais plus qui c'était, il disait que je sais qu'il y a un journaliste italien, je sais qu'il y a dans votre pays un dessinateur qui dit que sans moi il n'aurait jamais fait ce métier. C'est faux parce qu'il possède l'intelligence des doigts. Et le film, moi j'avais à un moment donné pensé l'appeler l'intelligence des doigts. La bande dessinée de Milton Caniff, c'est un chef-d'œuvre absolu. Enfin, moi, c'est aussi beau que Hugo Pratt. C'est un génie feuilletonesque inouï. Et c'est vrai, quand il disait qu'il avait presque tout pris à Caniff, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que, sauf qu'il avait lui son propre génie poétique et sa propre manière de raconter, et qu'il a transformé, et une liberté aussi éditoriale que Caniff n'avait pas. Mais ce qu'il y a
important, en fait, c'est que c'était une bande dessinée de Milton Caniff, donc qui était parue dans les années pendant 12 ans jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça racontait des pérégrinations dans une Chine assez imaginaire, mais enfin quand même assez réel aussi, puisqu'elle avait la lutte contre les Japonais qui était vraiment centrale, et d'un enfant avec un adulte beaucoup plus grand, très séducteur. Et en fait, cet enfant, on le voyait grandir au fur et à mesure des 12 années. C'est un enfant au début, c'est un adolescent qui s'engage à la fin dans l'armée. Et en fait, Hugo a grandi, est devenu un adulte, ou un jeune adulte, en lisant Terry et les pirates. Et nous-mêmes, enfin les gens de ma génération qui avons découvert les Cortot d'Ampif, il s'est produit la même chose. C'est quelqu'un qui vous amène d'un âge vers un autre. C'est-à-dire que lui s'entraînait avec les dessins de Caniff, il les reproduisait, il mimait, il dessinait, et vous avez fait pareil avec les dessins de Corto Maltese. Oui, sauf que moi j'ai arrêté de dessiner, mais exactement, oui. Oui, mais à 15 ans, vous êtes allé le voir avec vos dessins, et vous lui avez montré. Oui. Et il vous a dit quoi? Vous aviez l'intelligence des doigts ou pas? Ah non, on ne m'a pas dit ça. J'aurais peut-être continué si oui, c'est ça. Mais non, il m'a dit pour le dessin, il n'y a pas de problème. Si vous continuez à dessiner tous les jours, vous y arriverez bien. Mais il faut apprendre à raconter. C'est ça qui est important. Et c'est pas tellement parce que ce que je racontais, ce que j'essayais de raconter, c'était très tordu, comme dans les années 70. C'était vraiment une histoire très tarabiscotée. Et il m'a dit, c'est pas tellement que les lecteurs soient des imbéciles, mais les éditeurs le sont. Et il travaillait avec un éditeur, là. Et il a dit, d'ailleurs, monsieur est éditeur. et je crois que c'était, je suis plus sûr, mais je crois que c'était Ivaldi, mais je suis pas sûr. Mais et l'éditeur, qui était tout sauf un imbécile, lui a dit bien sûr. Et voilà, donc. Mais j'allais le voir sans du tout savoir qui il était. J'allais le voir parce que j'étais subjugué par ces images. Et je continuais à l'être d'ailleurs, tout en lui parlant, parce qu'elles étaient là devant moi. Et j'en revenais pas de voir des planches de bande dessinée en vrai, quoi, pour la première fois. Pour moi, c'était toujours reproduit. Vous parliez de vos carnets, tous ces carnets qui vous accompagnent et qui s'étaient accumulés au fil de l'écriture du film, vos cahiers, vos carnets Rhodia. Lui, il avait quoi? Il avait aussi des petits carnets. Il voyageait avec des petits carnets de croquis, des Moleskine. Ça, c'est une chose qui m'a énormément troublé, parce que j'avais posé la question à Patricia. Et en fait, qui est Patricia? C'était son assistante sur les derniers albums, et c'est elle qui s'occupe de ses œuvres, de la gestion de ses œuvres à travers la société Kong qu'il a créée. Et elle m'avait dit non, ça m'avait vraiment étonné, parce que pour moi un dessinateur c'était quelqu'un qui faisait des croquis, etc. Or il en faisait très 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 peu, c'est-à-dire que soit il se consacrait au plaisir. C'est des aquarelles dans ces cas-là. Voilà, mais c'est venu tard, les aquarelles. C'est venu vraiment, les aquarelles, ça a été son luxe. C'est venu quand il était sûr d'avoir le succès et que ça marchait, quoi, qu'il n'avait plus d'inquiétude. Mais sinon il dessinait pas pour rien, quoi. Il avait vraiment cette chose que s'il faisait un dessin, il fallait que ça rapporte. Et donc, il faisait très peu de croquis, très très peu. Moi, j'aurais adoré voir des croquis. Mais non, c'est très étrange. C'est très étrange parce qu'à la fois, il faisait peu de croquis, quasiment pas d'observation, et pas non plus de croquis imaginaires, sauf au moment où il s'est mis à l'aquarelle. Mais ça, et il a fait des aquarelles sublimes. Mais... il y avait une chose chez lui qui était très 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 claire, très nette, c'est que ce qu'il faisait, c'était un métier et il fallait gagner sa vie avec ça, et s'il dessinait, ça devait rapporter. Et comme il voyageait beaucoup et qu'il dessinait beaucoup, il avait quand même ajusté la taille de ses planches. Ah oui. Pour pouvoir partir voyager avec, sans être encombré. Et à la fin même, ça n'était plus que des bandes, des strips comme ça. Il se promenait avec ça. Et il avait dessiné les carrés, avait été déjà. Donc il n'avait plus qu'à mettre l'histoire dans le vide de ces carrés. Mais aussi parce que c'était la manière dont les bandes dessinées, en tout cas celle de sa jeunesse, celle de Caniff par exemple, étaient publiées dans les journaux de l'époque, américains notamment, c'est-à-dire en des strips à l'horizontale comme ça. Et pour lui, c'était la forme canonique de la bande dessinée. Et c'était comme ça qu'il ne remettait pas en cause, par exemple, ce qui se faisait beaucoup dans les années 70, les mises en page, tout ça, ça n'intéressait pas du tout.
De ce point de vue-là, il était très classique. Il est pour vous un dessinateur quand même du XXe siècle, à l'image de ce siècle-là, dans sa manière de procéder, de dessiner, mais aussi dans les histoires qu'il nous raconte. C'est un homme de son siècle. Ah oui, il est certain que par exemple Cortot est quand même quelqu'un qui est né dans les années 60-70 avec les désirs de voyage très forts qui prenait toute la jeunesse à ce moment-là, l'idéal de liberté, la lutte d'émancipation des peuples colonisés, etc. Oui, ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute, ça. Oui. Et Pratt aussi. Pratt beaucoup moins, je pense. Je pense que Pratt participe a été très très peu marqué, lui, en tant que personne, par mai 68, par exemple. Ça l'intéressait très très peu, je pense. Mais son personnage, c'est une chose qui exprime plus que ça exprime l'air du temps aussi, ce que lui il s'intéressait pas beaucoup. Non, je pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pratt, lui, a vraiment un besoin farouche d'exister, une sorte de conscience de soi. L'idée de ne pas passer à côté de sa vie, de ne pas passer à côté du monde. Tout ça, ça lui vient d'où ? Il a quand même une enfance très particulière, une parenté compliquée et contrariée aussi. On va revenir sur ses premiers voyages, en fait, quand il suit les pas de son père en Éthiopie, en Abyssinie, à peine 15 ans, qu'il est enrôlé presque avec lui. Mais donc, il naît à Venise. Oui, il n'est pas né exactement à Venise, il est né à Rimini. Où ses parents avaient fait un petit détour, mais il est revenu à Venise très vite. Mais je me souviens qu'à Venise, quand ses amis, pour plaisanter, lui disaient « Mais toi, t'es pas vénitien », ça le foutait dans des colères, dans des rognes absolument terribles. Il dit, quand mais si, je suis vénitien. Mais bon, très très vite, ils sont venus à Venise. Et ensuite, oui, il avait un grand-père, surtout un grand-père maternel, qui était obsédant. Quand je faisais le documentaire, Patricia m'avait sorti toutes les photographies possibles, en tout cas à ce moment-là, il y en avait des centaines. Aucun dessinateur de bande dessinée a été autant photographié, c'est hallucinant. Il aimait beaucoup. Il se faisait photographier, mais sans arrêt. Il le demandait. Mais c'était effarant. Et j'ai découvert que, en fait, le grand-père, il y avait énormément de photos de lui, qui était lui aussi un fou de photographie. Il avait créé une espèce, je ne sais pas si on peut dire un club, mais en tout cas, il se faisait sans arrêt photographier, le grand-père, dans des tenues avantageuses. C'était une espèce de coque, un peu ridicule, avec des moustaches parfaitement peigné, et il était quand même il était juif et créateur du premier faisceau fasciste à Venise. Le fascisme est passé par lui à Venise, et il était également poète en dialecte vénitien et pédicure. Et il voulait absolument que son petit-fils devienne pédicure également, et Hugo a trouvé il était très très convaincant pour lui prouver qu'il ne fallait pas qu'il devienne pédicure, parce que il avait dans sa clientèle une comtesse, une comtesse vénitienne très grosse, et il voulait absolument qu'Hugo s'occupe de ses pieds, donc Hugo a dit d'accord, et il s'est saisi d'un poinçon, et il a littéralement poignardé le pied de la comtesse. Ah oui, il l'a fait vraiment. Et le sang giclait, etc. Et donc, le grand-père a dit, bon, d'accord, tu arrêtes. Et il pouvait être très convaincant, c'est sûr. Oui, là, c'est sûr qu'après ça, on lui confie plus son pied, en tout cas. Et en tout cas, ce grand-père était vraiment quelque chose d'important, parce que je suis persuadé qu'il était à la fois captivé comme un enfant peut l'être quand on a une espèce de créature comme ça dans la famille. Et puis en plus, c'était les années du fascisme, donc une espèce
d'extraverti, enfin un truc. Et il était à la fois dégoûté et fasciné par ce type. Et je pense qu'Hugo, il y a une photo de lui, par exemple, où il est à Venise et sur la place Saint-Marc, et il prend absolument l'attitude de son grand-père au café. Il refait la même photo pour s'amuser. Mais je pense que ça a été très important. Et je sais que, par exemple, dans les années 70, où dans le milieu des dessinateurs, à peu près tout le monde était de gauche, et à l'époque, tout le monde, c'était un temps béni. Après, à cette époque-là, tout le monde était plutôt de gauche. Quand on disait on parlait du fascisme dans sa famille, ça lui déplaisait évidemment beaucoup. Et en fait, les gens évitaient à l'époque. Et le père et la mère, en tout cas, qui lui colle ses premiers livres entre les mains? Qui lui raconte des histoires le soir? D'où ça lui vient, ça? Je pense que ça vient beaucoup de ses tantes, comme de la grand-mère, de ses tantes aussi, comme il le raconte dans Fables de Venise, de tout ce milieu. Il avait vraiment la culture juive, et une chose très fondamentale pour lui que j'ai pratiquement pas abordé dans mon livre, parce que c'est une culture que je connais mal, donc j'avais peur Mais maintenant, je pense que si je devais à nouveau écrire, je me renseignerais beaucoup là-dessus. Je me lancerais pas comme ça, mais je pense que c'est une des choses absolument fondamentales de son œuvre et de sa vie. Quand j'ai fait le livre, justement, mon éditrice m'a dit: mais pourquoi tu parles pas plus de ça? Mais je dis: parce que je vais dire des bêtises, j'ai pas le temps je la connais pas assez, cette culture. Mais je pense que ça lui est venu par les femmes, beaucoup, je pense. Alors que la poésie lui vient probablement du grand-père, hein, c'est ce que vous disiez. La poésie lui vient probablement du grand-père. Vous disiez pédicure, podologue et poète. Oui. Et la poésie, pour Pratt, c'est le summum. Hein. Vraiment, ça dépasse tous les genres et toutes les formes littéraires qui existent. Oui. Et moi, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est quand j'ai réfléchi à ça. Évidemment, il y a cette planche dans le Coup de grâce, cette première planche du Coup de grâce, qui était parue donc dans les aventures de Pive, donc au tout début des années 70. Et je me souviens encore, moi, plus de 50 ans après, de ma stupeur quand j'ai vu cette planche où il y a des extraits du Bateau ivre de Rimbaud et des images qui n'ont apparemment aucun rapport direct des cactus, de chameaux, un drapeau, une mitrailleuse, pardon. Et j'étais très. Aucune bande dessinée ne s'était permis ça à l'époque, aucune. Et dans un magazine pour jeunes adolescents, moins encore. Et quand j'ai réfléchi plus avant à sa passion de la poésie, je me suis dit qu'en fait, c'était très lié à la bande dessinée, parce qu'en réalité, les poésies sont des images, c'est des mots-images. Et c'est leur rencontre imprévisible qui fait la beauté. Ce n'est pas que ça, mais il y a ça, vraiment, cette chose de rapprocher. Et en fait, la bande dessinée, qui définissait essentiellement comme un langage synthétique, c'est la même chose. Même dans la manière même dont ça fonctionne. Ce que peut être la bande dessinée, c'est une autre affaire, mais la manière dont c'est raconté, c'est cette coalescence tout d'un coup de deux images, de choses qui ne sont pas a priori faites pour se rencontrer, qui fait la poésie et qui a fait son œuvre. C'est une chose fondamentale dans son œuvre, les rencontres imprévisibles. À la fois au niveau romanesque, des gens qui ne sont pas faits pour se rencontrer, et dans la manière dont c'est raconté, au niveau même des images, quoi. Et Rimbaud, c'est aussi Harare, c'est quand même aussi Djibouti, c'est quand même cette tombe de son père qu'il va retrouver des années après aussi. C'est quand même une figure de lui-même aussi, à travers celle du poète, du jeune poète. Oui. Il y a une chose absolument fondamentale, je pense, c'est que son père donc, était prisonnier dans un camp des Anglais vers la fin de la guerre, et il est mort de fièvre. On ne sait pas si c'est dans le camp ou au bord d'une route. Et Hugo était parti avec sa mère, elle n'était pas là à ce moment-là. Et je pense que toute sa vie, cette absence au moment de la mort de son père, l'a hanté. Et c'est une chose qu'on voit qui se traduit à travers beaucoup d'absences de Cortot dans les bandes dessinées. Ce qui était ça aussi, c'était une stupeur, parce qu'on n'avait jamais vu une bande dessinée où le personnage principal s'absente.
Or, c'est arrivé dans des histoires courtes. Mais c'était une hantise, je pense. Il était parti à la recherche de la tombe de son père et il a fait des photographies d'une tombe en disant que c'était celle de son père, photographie qu'il gardait toujours avec lui. Mais ensuite, Patricia et des amis sont partis pour eux-mêmes retrouver cette tombe dans ce cimetière et se sont aperçus que la tombe, en fait, il avait sans doute décrété que c'était cette tombe-là parce que c'était un cimetière musulman et il est très peu probable que dans un cimetière musulman, il y ait eu une tombe pour un catholique fasciste. Mais la chose, c'est une chose que j'ai souvent exprimée, mais une des merveilles de son œuvre, c'est qu'il faisait se rencontrer, en fait la rencontre entre sa mère, dont il disait qu'elle était une magicienne, mais il la rêvait comme une magicienne aussi, et son père, qui était militaire, c'est cette chose qui était, cela dit, dans les mythologies, dans les mythologies grecques, mais cette rencontre entre les militaires et les magiciennes, entre ces deux mondes. Et ça, c'est une des choses très troublantes de son œuvre. Il y a souvent, par exemple, des images où il y a un rideau extraordinairement ouvragé, très finement dessiné, donc plutôt une chose qu'on associe au monde des délicatesses féminines. Et à travers ce rideau pointent des armes, des fusils absolument terribles. Et il y a vraiment ces deux choses-là dans son univers, vraiment. Et voilà. La BD, c'est une affaire littéraire, disait-il. C'est de la littérature dessinée. Hein. Comme quoi, il a aussi cette idée de son art, aussi cette relation qu'il entretient avec l'écrit, ou en tout cas avec l'imaginaire, peut-être plutôt. C'est de cela qu'il investissait aussi énormément la littérature. Ailleurs, dans un livre qui lui est consacré, Le désir d'être inutile, il dit « Si je devais définir mon activité, je dirais que je suis un écrivain qui dessine et un dessinateur qui écrit, même si le texte lui-même n'est constitué que du dialogue nécessaire. Hein. » Et ça, c'est vraiment cette relation à la littérature. Elle l'est dans la manière dont elle innerve l'ensemble de ses récits, mais elle est aussi dans sa conception même du dessin, et vous l'évoquiez tout à l'heure avec cette question de la poésie. La littérature, elle est à la source. On évoquait L'île au trésor de Stevenson tout à l'heure. Elle l'est aussi à partir du moment où il décide de faire de sa vie à lui réellement un roman d'aventure. Hein. Peut-être Aidez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Parlez un petit peu. Mais alors, voilà, donc, c'est en fait... Ça y est, à la fois, c'est tout à fait vrai, cette histoire de littérature dessinée, et en même temps, moi, j'ai une légère réticence par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que, à force de dire ça, on oublie le mot dessiné. Et parce que j'ai une réticence par rapport à ça, même si je pense qu'il l'a dit effectivement, et c'est vrai, parce que en fait, j'entends toujours, mais ça c'est d'un vieil amoureux de la bande dessinée, un vieil amoureux de la bande dessinée qui parle, mais j'entends toujours derrière ça le fait que ça anoblit la bande dessinée, le fait que ça soit passé par son goût pour la littérature. D'une part, je pense que c'était vrai, absolument vrai pour ces bandes, mais ça l'était aussi pour d'autres dessinateurs importants de l'époque. Par exemple, Dino Battaglia, il y a une planche de lui dans l'exposition, qui était un dessinateur qui adaptait Wojciech ou Edgar Poe ou Hoffmann, et qui était un immense dessinateur, qui était un ami à lui vénitien, qui était extraordinairement cultivé. C'était vrai pour Guido Crepax, qui n'avait pas les mêmes références, mais pareillement, dans les bandes de Crepax, on voit les tranches des livres, etc. Et par exemple, Milton Caniff, c'était quelqu'un qui connaissait quasiment pas, qui avait une connaissance incroyable de Shakespeare. Et il vivait avec une proustienne et américaine. Donc, c'est vrai. Et maintenant, on dit Hugo, il a apporté ça, etc. Ils étaient plusieurs à l'avoir apporté ça dans ces années-là. Mais c'est vrai aussi que la BD n'avait pas le statut qu'elle a acquis ou conquis de haute lutte aujourd'hui à l'époque. Hein. On la voit maintenant même exposée au Centre Pompidou, entre littérature et peinture. Ça a toujours été
un entre-deux, et peut-être qu'il cherchait... C'est marrant parce que j'ai beaucoup lu pour Hugo Pratt, on parle même plus de BD, on parle de roman graphique. Oui. Là encore, c'est toujours aussi une manière d'anoblir un peu bien sûr. La fonction. Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui ait choisi ce terme-là. Non, de la roman graphique, non. Non. Mais ça aussi, par exemple, je suis un petit peu réticent parce qu'en fait, même dans les bandes dessinées où il prenait tout son temps, où il n'avait aucune limitation du nombre de pages par les éditeurs, je trouve toujours qu'il a ce génie d'un récit elliptique et bref. Enfin, qui peut durer longtemps, mais toujours sur un rythme elliptique. Quand je lis des romans graphiques, j'ai l'impression parfois que c'est aussi délayé que beaucoup de romans. Et ça me plaît moins à cause de ça. Alors Pratt, il voyage beaucoup. On disait que la mer était son élément naturellement, né à Venise, Rimini, qu'il avait voyagé très jeune puisqu'il suit les pas de son père envoyés en Éthiopie. Et puis, il suit aussi les pages des livres parce qu'il dévore réellement de la littérature, celle des écrivains voyageurs. Stevenson, on l'a dit, mais aussi Conrad, Melville, Jack London, Hemingway. Il a quand même dans sa bibliothèque en étagère première, tous ces écrivains voyageurs qui l'ont réellement constitué. Ah oui. Mais la chose, mais cela dit, c'est vrai pour beaucoup de gens qui créent une œuvre, c'est qu'il avait énormément de livres de documentation aussi. C'était incroyable parce qu'il avait comme documentation. Et les romans, c'était une chose qui appartenait plus à sa jeunesse. Les romans, il continuait à lire, mais il lisait pas les nouveaux romans et tout ça. C'était une chose d'autrefois. La fiction, en fait, c'est lui qui s'en chargeait un peu. À partir du moment où il a commencé à travailler, je pense qu'il a plus tellement suivi la littérature. C'était une littérature qu'il avait constituée jusqu'à son adolescence. Je pense pas qu'en Argentine, il prenait beaucoup le temps de lire. Alors, de l'Amérique latine, il y a souvent Borges, quand même, qui est cité dans les sources importantes littéraires. Oui, absolument. Et un autre, mais absolument. Oui, il avait une culture italienne, très anglo-saxonne et d'Amérique latine. Et pas du tout française. Il poussait des hurlements quand on lui parlait de Flaubert ou quand on lui parlait des cinéastes de la Nouvelle Vague. Alors là, ça vraiment... il était très inspiré pour jurer à ce moment-là. Oui, ça le touchait pas. Non, vraiment pas. Non. Et alors, même chose pour les femmes. Il y a celles qu'il a aimées, il y a celles qu'il a croisées et qu'il a croquées sur une feuille de dessin. Et puis, il y a aussi toutes celles qu'il a fantasmées dans les livres ou fantasmées au cinéma. Hein. Mais il est fantasmé à partir de modèles, très souvent, quand même. Très, très, très souvent, les femmes de ces bandes dessinées ont des modèles qu'on reconnaît très, très, très aisément. Je pense qu'il aimait... il aimait... il aimait comme enluminer la figure d'une femme, d'une créature mythologique ou en tout cas romanesque, mais au moment où il dessinait, sinon j'en sais rien, mais au moment où il dessinait, c'est sûr. Mais on les reconnaît très très facilement. Enfin, c'était vraiment. Avec Crépax, je pense que c'est vraiment le dessinateur qui a fait exister les femmes les plus présentes dans la bande dessinée. Enfin, à cette époque-là, depuis il y en a eu. Mais à l'époque, on n'avait jamais vu des créatures féminines à ce point singulières, ayant leur destinée, leur pensée. C'est une chose très importante, cette histoire de la pensée, en fait, parce que je pense que ce qui a changé vraiment la bande dessinée et ce qui a émerveillé dans l'œuvre de Pratt, pas seulement moi, je suis sûr que ça c'est vrai pour tout le monde, c'est cette chose de la pensivité. C'est-à-dire que, par exemple, on voit souvent Cortot lire et puis lever les yeux du livre. Dans ce temps intérieur qui tout d'un coup s'introduisait dans une bande dessinée. On n'avait jamais vu ça. On avait vu Tintin lire ou Mortimer chercher des informations dans une bibliothèque, mais on n'avait jamais vu ce mouvement qu'on a parfois quand on lève les yeux d'un livre et ça résonne, on sait que les phrases résonnent en nous. Ça, il l'a dessiné, il l'a vraiment dessiné, mis en scène. Et c'était une nouveauté inouïe parce que tout d'un coup, la lecture d'une bande dessinée devenait quelque chose d'intérieur, comme la lecture d'un très beau roman, par exemple. C'était pas juste comme un film d'aventure qu'on suit et on peut être émerveillé, en l'occurrence là par le dessin ou par les mouvements, etc. C'était quelque chose de plus intérieur. Et ce temps intérieur a changé
complètement la bande dessinée. Et ça, c'est vrai, il faut bien dire que avant lui, ça n'existait pas. Mais qu'on retrouve incroyablement chez Corto Maltese. En fait, ouais. C'est quand même pas... c'est pas un personnage qui est tout le temps en action ou tout le temps en mouvement, loin de là. Et c'est un personnage aussi assez taiseux, introverti, qui a vraiment ces moments où il pense, rêve. On ne sait pas exactement entre les deux. Et c'est peut-être aussi ça, je trouve, une des vraies singularités d'ailleurs d'Hugo Pratt, c'est cette écriture du silence réellement dans ses bandes dessinées. Absolument. Vraiment, il est le premier à avoir su mettre en scène le temps comme ça dans la bande dessinée. Personne avant lui l'avait fait d'une manière aussi inspirée, en tout cas. Il y a vraiment... lire Corto, c'était une expérience du temps. C'est-à-dire on sentait le temps comme une matière dans ses images, une matière souvent énigmatique même. Et ça... quand on est jeune, adolescent, et quand on découvre ça, le temps, forcément, on n'y a pas beaucoup pensé avant. Et c'était une vraie découverte. C'est-à-dire que tout d'un coup, on revenait sur une image. Vous voyez, ce qui se faisait... Moi, les bandes dessinées que je lisais avant lui, j'allais de l'avant toujours. Là, non. Tout d'un coup, on revenait sur un moment de silence, justement. Et c'est l'intériorité, en fait. Il a dessiné l'intériorité des personnages. Et il est l'un des premiers à l'avoir fait, et à l'avoir fait si bien et d'une manière constante, en fait. Il jouait beaucoup avec les cases aussi. Hein ? Oui. Il jouait beaucoup dans ces années-là. Après, sur la fin, c'était moins le cas. Il avait envie de raconter, d'avancer comme ça. Mais dans ces années-là, ce qui était d'ailleurs, il prenait le temps. Il prenait le temps et c'était stupéfiant parce qu'en fait, il n'avait que 20 planches pour raconter. Et tous les autres dessinateurs de PIF, qui avaient aussi leurs 20 planches, leurs histoires, ça y allait. Hein, il ne fallait pas traîner. Lui, non, en fait, je sais. C'était une chose quasiment un peu de seigneurial. Je veux dire, c'est comme c'était quelqu'un qui, par exemple, je lisais un jour une biographie de Talleyrand et il y avait cette phrase magnifique où c'était quelqu'un qui, en fait, ne s'était jamais pressé, mais il n'était jamais arrivé en retard non plus. Et en fait, il était le maître de son temps. Et Hugo était comme ça. Il imposait son temps et dans ses bandes dessinées aussi. Mais c'est ce qu'on fait aussi un très bon romancier ou un très bon conteur. C'est qu'en fait, il joue en permanence avec les changements de rythme aussi à l'intérieur de son histoire, de sa narration. Hein. Et c'est comme ça qu'il tient aussi son lecteur en haleine. C'est qu'on n'est pas en permanence pris dans un rythme effréné. Il y a vraiment des moments où le temps est totalement suspendu, d'autres ça reprend, ça accélère. Mais les moments suspendus dans ces bandes dessinées sont ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est ce qui nous reste, en fait. Je veux dire, moi, c'est ce qui me revient toujours de son œuvre, ces moments c'est des épiphanies, littéralement. Est-ce que ça va coller la rencontre avec la génération TikTok, entre Corto Maltese et TikTok ? Ça, je pourrais pas parier. Tu prendrais pas les paris ? Non, je sais pas. Je sais pas. Ça nous emmènerait très très loin là. C'est un auteur qui est travaillé aussi par la postérité. Vous me disiez, il a mis même du temps à arriver à ça. En fait, au début, il ne pensait pas tellement à l'avenir, ni de son œuvre, peut-être de son image, mais pas de son œuvre. Oui, exactement. Ouais. Et à un moment, il a quand même, contrairement à Hergé, signé la case qui autorisait d'autres à reprendre son personnage. Il a voulu que Corto survive, et d'ailleurs Mu raconte ça. Hein. Il a voulu ça. Je le savais pas, moi, quand il y a plus de 20 ans, on travaillait sur le dessin animé adapté de Corto en Sibérie. On m'avait appelé pour ça, et moi j'avais appelé Patricia en disant « Mais est-ce que Hugo était vraiment d'accord pour qu'on fasse ça ?» Elle m'avait dit « Oui, absolument, il le voulait. » Je dis « Bon, d'accord. » Dans ce cas... et ça, c'est une chose... c'était consentir à quelque chose qui le dépassait.
encore une fois, ce que raconte Mu, avec des hauts et des bas, mais je ne sais pas s'il y a des moments sublimes, sublimement dessinés, et d'autres très bâclés, mais c'était vraiment consentir à une dimension mythologique de son être. C'était se retirer de la vie, puisqu'il était malade, et le héros continue à vivre. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est sa propre postérité à travers ce héros. Hein. On se demande toujours comment l'auteur, Pratt, regarderait les opus qui ont suivi. Ah oui, très, très, très favorablement, je pense. À partir du moment où il avait décidé ça, je pense qu'il aurait été absolument... Oui, je pense quand même. Je pense qu'il aurait été ému. Je pense qu'il a eu très très peur que... Vous savez, les héros populaires, malgré tout, leur survie, ils ont la chance, enfin leur auteur a la chance de faire de grands tirages, etc., ce qui n'est pas le cas des auteurs qui ne sont pas populaires. Mais souvent, après la mort de l'auteur, eh ben, ils disparaissent. Et lui, il était très conscient de ça, je pense, et il a voulu qu'il n'en soit pas ainsi. Et il s'y était très très bien pris. Il y a quelque chose encore de fascinant avec lui, avec Hugo Pratt, qui le fait ressembler aussi à son personnage. C'est que même s'il était parfois ou souvent solitaire, il n'était jamais seul. Hein. En tout cas, dans une grande partie de sa vie. Et d'abord, il était souvent très entouré, il aimait bien faire la fête, on le disait, mais il était surtout jamais seul dans sa tête. Hein. C'est-à-dire qu'à l'image dans votre documentaire, ce qu'on voit, c'est qu'il a une imagination qui est certes sans frontières, mais qui est aussi en permanence peuplée, habitée. Vous disiez des magiciens, des militaires, des Indiens. Il a réellement le peuple de son imaginaire, qui est composé de personnalités du monde entier, qui est composé de personnalités fantasmées, réelles, ayant réellement existé. Il s'est créé un monde complètement dans la tête. Mais je pense que quand on rencontre des grands artistes, moi ça m'est arrivé quelques fois, mais pas très souvent, par exemple, j'ai rencontré Balthus un jour. J'ai voulu rencontrer Balthus parce que j'étais fou de sa peinture. Je le suis toujours. Et il n'a aucun rapport avec Hugo comme type de personnalité. Mais il y avait cette chose que, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui arrive avec... il est lui, mais il est aussi son œuvre. Il est aussi le destin qu'il a... par exemple, pour Balthus, j'ai eu l'impression vraiment de voir que je voyais vraiment entrer quelqu'un pour qui l'enjeu vital, l'enjeu de toute une vie, c'était la peinture. Et Hugo, disons que c'était raconté, c'est-à-dire dessiné aussi. Et ça ne cessait jamais, ça ne pouvait pas cesser. Il n'était seul, effectivement, que dans les moments où il dessinait. Là, tout d'un coup, il s'absentait. Mais encore, c'était en Argentine, certainement pas. Il dessinait parmi d'autres gens. Pour le film, j'avais interviewé ce dessinateur extraordinaire qui faisait le personnage d'Alaxiner. Et qui m'avait dit, son nom m'échappe, je suis désolé tout de suite. Munoz. Voilà, Munoz. Et il m'avait dit, mais c'était insultant quand on était dans le même studio que Hugo qui dessinait. En 2-3 minutes, il avait fait un dessin ou une planche qui nous aurait pris une journée. C'était comme une paire de gifles. Donc il n'était pas toujours seul, mais quand il dessinait. Mais ça ne cessait jamais, oui, absolument. Mais c'était un rapport au langage aussi, vous disiez. C'était son langage, en fait. Je pense aussi réellement ce qu'on peut comprendre. Peut-être une dernière chose, c'est que les albums de Pratt sont une invitation à la lecture, sont une invitation au voyage, mais c'est aussi, et vous y tenez, vous le surlignez même dans cette biographie ou ce portrait que vous lui consacrez, c'est d'abord une invitation à l'éblouissement, hein, à se laisser éblouir. Ah oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément trop cérébraliser, il faut être juste dans cet instant et cette magie. C'est essentiel ce que vous dites. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument ne jamais perdre de vue ces éblouissements premiers et toujours travailler à partir d'eux.
moi, je suis effaré, accablé, désespéré même, quand je lis des livres sur des artistes que j'admire énormément et que ces livres me donnent des informations, c'est généralement le cas, et qu'en même temps, bon, on parlait de ça, mais bon, je peux te dire, hein, je lis beaucoup sur Proust et j'ai beaucoup lu Proust et je suis un fou de Proust. Et le nombre de livres où je me sens extraordinairement documenté, allant même parfois chercher, comme dans les arrière-fonds d'un sous-marin, mais où je ne sens absolument jamais la trace de l'éblouissement premier qui a donné lieu à ce qui est parfois le travail de toute une vie, parce que c'est souvent des spécialistes qui s'y consacrent toute une vie. Et j'ai l'impression que moi, je pense qu'il faut absolument jamais perdre la mémoire de ce moment où quelque chose s'est dessiné pour vous, s'est décidé aussi, et parce que c'est ça qui a été vrai à un moment donné, et que voilà, qu'il faut que ça continue à être vivant. Il y a des albums qui sont ressortis chez Casterman et qui regroupent à chaque fois 2 aventures dont on peut vous parler si vous avez envie d'entrer. Et vous avez maintenant peut-être, vous, des questions pour Thierry Thomas, qui est avec nous autrement, un peu plus dans les albums, dans les albums de Corto Maltese, enfin je vais y arriver, de Corto Maltese par Hugo Pratt, ou dans la vie d'Hugo Pratt. Vos questions sont les bienvenues, n'hésitez pas. Il y a un micro qui peut venir à vous. Qui se lance? Non? On a fait le tour? Bon. Alors, on vous remercie 1000 fois. Est-ce que vous avez tous déjà vu l'exposition? Oui. Donc, la discussion arrive après l'exposition. Il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement, des planches que vous avez découvertes ou redécouvertes. Vous me disiez une chose, parce qu'on l'a visité ensemble, qui est assez juste, c'est la manière dont le feutre, en fait, l'encre... le feutre vieillit mal. Rougit. Il rougit, absolument. Ouais. Ça l'émerveillait quand le feutre est apparu, parce que ça lui permettait de dessiner encore plus vite. Et puis avant, aussi, c'était que l'encre. Oui. Ouais. Avant, c'était l'encre à la plume ou au pinceau. Mais, et puis parce qu'en même temps, un feutre, c'est vrai que c'est très très doux. Et donc, on ne sait pas si on dessine ou si on écrit. Donc, ça, il était ravi de ces feutres, mais il ne pouvait pas penser que 40 ans plus tard, ça allait s'effacer et rougir. Ce qui fait... Ça marche? Ah, ça marche. Tu as dit que sur Corto, la période graphique que tu préférais, c'était à peu près celle de Pif. Enfin, tu as semblé dire ça. Est-ce que dans l'œuvre de Pratt, depuis ses débuts, depuis 1945, est-ce que tu as d'autres périodes que tu trouves graphiquement très intéressante, ou est-ce que tu retiens principalement celle-là? Non. Au niveau graphique, c'est vrai, mais au niveau de ce que j'aime le plus, moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est La Fable de Venise, par exemple. C'est un livre que j'ai lu des dizaines de fois. Et à chaque fois, je trouve une nouvelle profondeur. Par exemple, j'en lisais quelques pages, là, aujourd'hui même, pour me préparer à ce que j'allais vous raconter. Et je tombais sur une phrase que dit Hypatia, qui est le plus important, qui est une phrase fondamentale de l'album, donc que j'avais déjà repérée, mais qui est le plus important. Je connais pas, je te dis pas la phrase exactement, mais le plus important, c'est de se connaître sans l'ombre des doutes, senza ombre di dubbi. Et en fait, j'avais jamais fait très attention à ce membre de phrase senza ombre di dubbi, qui est quand on lit vite, on peut se dire le plus important, sans l'ombre d'un doute, c'est d'arriver à se connaître. Mais c'est pas ça qui est écrit. En fait, c'est arriver à se connaître sans l'ombre des doutes. Et en fait, c'est fondamental parce que
c'est vraiment arriver à se connaître en pleine lumière. C'est-à-dire, et à la fin, les derniers dessins de Cortot dans l'album, il y a effectivement plus d'ombre et c'est un dessin totalement presque désincarné. Et donc, je me suis dit, c'est d'une profondeur extraordinaire. Et c'est d'une profondeur intuitive. Mais c'est la même chose quand on travaille au théâtre, par exemple, sur un grand texte. Tout n'est pas pensé consciemment. Mais plus on travaille, plus on s'aperçoit que c'est infiniment profond et juste à chaque fois. Et donc, au niveau graphique, oui, je pense que ce qu'il a fait dans les années entre Sandokan, la balade, et jusqu'à la Sibérie, c'est absolument le sommet au niveau de la qualité du dessin. Mais je pense que Fable de Venise, qui est déjà un tout petit peu moins bien au niveau du dessin, et puis il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les assistants dans cet album, enfin tout le décor, est un chef-d'œuvre. Et Mu, qui est le plus inégal au niveau du dessin, est un livre sublime, un livre où il rejoue il prend tous les risques. En fait, il y a quasiment, enfin c'est presque pratiquement expérimental, et en même temps dans cette expérimentation, il y a une profondeur inouïe, parce que ce qui est en jeu, c'est retrouver la source, une source dont on ne sait pas ce qu'elle est, donc, enfin voilà. Merci. C'est vous, madame, qui finalement m'amène à poser la question après avoir visité plusieurs fois l'exposition. C'est peut-être des questions hors sujet. C'est son rapport à la couleur. Quand il y a deux questions. Son rapport à la mise en couleur de ses dessins. Il y a une table dans la première salle où c'est une coloriste qui a travaillé dessus. Et quand on va au 6e étage, il est dans la partie noir et blanc, pas dans la partie couleur. Donc, ce que je me suis demandé, je n'ai pas trouvé, c'est comment il travaillait avec les couleurs, s'il donnait des consignes, s'il y avait un travail, s'il y avait un suivi là-dessus, quelle discussion il pouvait avoir avec la coloriste ou s'il lui laissait carte blanche. Et la deuxième question, la dernière salle, il y a une vitrine avec une très petite sélection de ses livres, en français, en anglais, en italien, d'autres. Et en fait, on parle de 3 auteurs que vous avez cités. Et je me suis demandé, apparemment, il avait une grande collection de livres, si c'était un collectionneur de livres pour l'objet livre, ou s'il y avait des lectures ou des auteurs autres qui pouvaient aussi l'influencer. Non, ce n'était pas un collectionneur comme Jean-Claude Carrière, par exemple, pouvait l'être. C'était pas un bibliophile. Pas du tout. C'était quelqu'un, mais c'était un fou de documentation. La chose étrange, par exemple, c'est qu'il pouvait se documenter pendant 20 ans sur un sujet, comme Mu, par exemple. Pendant 20 ans, il a accumulé de la documentation et il l'a dessiné vite. Et par rapport à la couleur, en fait, c'est très souvent... C'est pas lui qui mettait en couleur. Évidemment, sauf cet être qui avait le génie du noir et blanc, a quand même fait parmi les plus belles aquarelles du XXe siècle. Alors pour le coup, je pense que c'est vraiment, c'est aussi beau que ça peut choquer peut-être des historiens de l'art, mais pour moi c'est aussi beau que les aquarelles de Cézanne, qui sont parmi les plus belles du monde. C'est vraiment sublime, ces aquarelles. Mais non, c'était ses compagnes qui mettaient en couleur, ou l'assistante de Guido Fugac, enfin la compagne de Guido Fugac qui était son assistant, et ensuite Patrizia Zanotti, et il donnait des indications à Anne Frognier, qui a aussi mis en couleur. Il donnait mais il avait du mal avec la couleur pour les bandes dessinées. Enfin, je pense que... Et puis, il avait cette chose de passer à autre chose. Et donc... mais il leur donnait des indications, oui, mais est-ce que c'était toujours respecté? Il y a de grandes différences de couleurs entre les mises en scène, les mises en couleur de Patrizia, par exemple. Dans la Fable de Venise, juste, par exemple, les couleurs de Patrizia sont beaucoup plus unies et donnent beaucoup plus la sensation des jours gris, des jours plombés à Venise, et d'une manière beaucoup plus cohérente. Et dans celle qu'avait fait Mariolina, il y avait des moments d'éclat, mais aussi des choses un peu ratées comme ça. Mais aussi parce que moi je me souviens quand j'ai découvert
les bandes d'Hugo, j'ai été fasciné par le contraste entre les noirs et blancs et par le contraste entre des taches extrêmement massives comme ça et puis des traits très fins. Et c'était un maître de ça. Donc, c'est vrai que c'est un monde, il avait du mal à passer à la couleur, je pense, en tout cas dans ses bandes dessinées. Que représente Rasputin pour Hugo Pratt? Un personnage récurrent. Oui, récurrent, diabolique et très étrange, parce qu'en fait, je me souviens que quand on travaillait au dessin animé de La Cour secrète des Arcanes, Pascal, le réalisateur, me disait « Mais Rasputin, c'est infernal, c'est épouvantable, parce que tu tombes, il me disait-il, tu tombes tout de suite dans la caricature. Tu sais pas comment l'animer, parce que si tu veux faire un dessin animé un peu réaliste, quand même, ce qui était l'œuvre originale, dès que tu animes Rasputin, ça devient un dessin animé pour enfants. Mais Rasputin était un personnage pas du tout pour enfants. En tout cas, c'était vraiment c'était la morale absolue. Et Hugo avait besoin de ça, de quelqu'un qui pouvait vraiment se moquer de toute la morale. C'était un espèce de double diabolique. Et puis il le faisait rire. Il le faisait rire, je pense. C'était très important. Merci beaucoup à tous. S'il n'y a plus d'autres questions, merci mille fois. Donc, je vous rappelle que l'exposition est à voir jusqu'en novembre, qu'il y a un très beau catalogue de l'exposition Corto Maltese, une vie romanesque, publié par la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou et Casterman, que les albums sont bien sûr disponibles, ainsi que le livre. Vous allez signer, Thierry Thomas? Non? C'est pas prévu? Comment on fait? On peut trouver votre livre à la librairie du Centre Pompidou? Alors, il est au moins là-bas. Je vous remercie mille fois. Et c'est une très belle biographie. Je vous invite à la lire. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et bon voyage. Un immense merci à Thierry Thomas et Olivia Gesbert pour cette passionnante conversation. En effet, l'exposition vous attend jusqu'au 4 novembre, donc vous pouvez venir et revenir la voir. La rencontre, quant à elle, sera disponible en replay dans les prochains jours sur le site de la BPI. Et quelques exemplaires du livre de Thierry Thomas sont disponibles à la librairie, évidemment. Merci beaucoup à la régie et merci beaucoup à toute l'équipe de la BPI. Au revoir.